Je vous souhaite la bienvenue dans les Sentiers du Bien-être. Je suis Amandine, éducatrice sportive et naturopathe spécialisée en micronutrition et je vous embarque avec moi pour de petites balades à la découverte de tous ces sentiers qui vous mèneront, je l'espère, vers plus de bien-être, une meilleure santé et tout ce qui pourrait potentiellement vous aider à vous sentir bien dans votre tête, dans votre assiette et dans vos baskets. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à lui laisser une petite note de votre choix et à me faire part de vos commentaires et de vos questions ou d'idées de sujets à aborder. Je serai ravie de vous lire. Allez, c'est parti avec l'épisode du jour. Hello, j'espère que vous allez bien et que le retour des beaux jours vous fait tout autant de bien qu'à moi et qu'à Doudi qui est franchement pas fan du froid et du temps de cochon. Et tiens d'ailleurs, les beaux jours, on en parle dans le prochain épisode qui devrait bien vous plaire, mais avant ça, on a un super sujet à aborder aujourd'hui. Sujet plutôt nutrition, alimentation, parce qu'on va voir si on peut vraiment manger équilibré et combler nos besoins énergétiques sans se prendre la tête. Donc sans compter ses calories, ni devoir faire des calculs pour connaître nos besoins énergétiques journaliers précis. Alors à ce sujet, justement, il y a vraiment deux écoles. Celle qui prône la précision basée sur les chiffres et sur le tracking, au moins temporaire, des aliments, notamment avec une application de tracking comme MyFitnessPal, et celle de l'alimentation intuitive pour qui les calories sont un gros mot et qui préconise en gros de suivre son instinct et ses sensations. Alors ces deux approches, elles sont quasi diamétralement opposées et je dois dire que pendant longtemps, j'ai plutôt été partisane de la première, largement influencée par l'approche fitness de la nutrition et de la préparation physique qui faisait grandement partie de mon métier. Et c'est une approche qui m'a personnellement beaucoup aidée à placer le curseur au bon endroit vis-à-vis de mon alimentation. Je fais partie des personnes qui ont un vécu particulier, qui a entraîné un dérèglement complet de mes signaux de faim et de satiété, et qui a complètement perturbé mon rapport à la nourriture. Mais ça pourrait être le sujet d'un épisode entier, alors si ça vous intéresse que je vous partage ça, comme d'habitude, n'hésitez pas à me le dire en me laissant un petit commentaire ou en m'envoyant un message sur Instagram @AmandineLéger. D'ailleurs, je crois que je vous l'ai déjà proposé et je sais que certaines personnes parmi vous sont intéressées. Donc cet épisode, je l'ai déjà mis dans ma liste, mais avant ça, j'ai d'autres sujets que je voudrais aborder avec vous. Mais bref, pour en revenir à cette approche basée sur le tracking, donc le suivi des apports énergétiques et des calories, et bien là c'est limite. Et on va voir ça juste après. Et puis elle est très loin de convenir à la majorité des gens parce que son application pratique est quand même pas mal contraignante. Parce que entre les calories, les macronutriments, la balance énergétique, l'utilisation d'une application de tracking, il y a de quoi se triturer la tête. Et la problématique avec cette approche, c'est que même si l'établissement des besoins énergétiques et des apports basés sur une somme de calories précisément répartie entre les protéines, les glucides et les lipides, et bien même si cette approche reste en théorie la plus précise, en fait en pratique et pour le commun des mortels, elle l'est pas tant que ça. Parce que cette approche pragmatique, purement basée sur les chiffres, elle ne tient pas compte de tout un tas de facteurs individuels, comme les fluctuations hormonales et métaboliques propres à chaque personne, la variabilité de ses besoins énergétiques au quotidien qui sont influencés par une foule de facteurs allant du niveau d'activité physique de la journée au cycle menstruel, entre autres. Et puis on a aussi l'état du microbiote ou encore les niveaux d'inflammation qui influencent le métabolisme et la sensibilité à l'insuline. Bref, tout ça, établir ses besoins caloriques théoriques, ça en tient pas compte du tout. Et puis, attention, breaking news, les calories sont loin d'être une science exacte. Ne serait-ce que pour tous les aliments emballés qu'on achète, il faut savoir qu'une marge d'erreur de 20% sur les valeurs nutritionnelles données sur l'emballage est tolérée. 20%, ça fait quand même beaucoup. Et puis, pour un même aliment brut non cuit, les valeurs nutritionnelles données peuvent considérablement différer selon les calculateurs et les tableaux. Et c'est pas tout. Les macronutriments, donc les protéines, les lipides et les glucides qui représentent la somme de calories consommées, ne vont pas être métabolisés de la même manière selon les aliments qui les contiennent. Métaboliser, ça veut dire la manière dont notre corps va les utiliser. Par exemple, les lipides contenus dans des amandes versus les lipides contenus dans l'huile, à quantité égale, à calories égales, le corps n'en fera pas du tout la même chose. Et même le nombre de calories absorbées sera différent. Ou encore le fructose des fruits frais versus le fructose d'un jus de fruits. Parce qu'autour de ces calories contenues dans les aliments, il y a d'autres facteurs qui influencent ce que le corps va en faire. Et notamment la teneur en micronutriments ou encore en fibres de l'aliment, par exemple. Est-ce que vous connaissez la notion de densité nutritionnelle ? C'est la quantité de micronutriments contenus dans une calorie. Plus la teneur en micronutriments par calorie d'un aliment sera élevée,
plus on dira que sa densité nutritionnelle est élevée, avec de fortes chances que ces calories soient bonnes pour notre santé et n'aillent pas directement dans nos poignées d'amour, ni alimenter une inflammation de bas grade ou une résistance à l'insuline. Et à contrario, il existe des aliments dits à calories vides, et ça veut dire qu'à part l'énergie qu'ils apportent, il n'y a pas grand-chose d'autre. Donc des vitamines, minéraux, phytonutriments, fibres, acides gras essentiels. Et ces aliments, en général, ils auront plutôt tendance, quand ils représentent une bonne part de notre alimentation, à aller remplir nos petites réserves de graisse et à pas être franchement top pour notre métabolisme ni pour notre santé. Et pourtant, une calorie à haute densité nutritionnelle et une calorie vide reste une calorie. Et ça, notre compteur de calories, il fait pas la différence. C'est potato quoi. Mais ça s'arrête pas là. Vous avez fait la connaissance, je l'espère, sinon il faudra vraiment que vous filiez découvrir cet épisode parce qu'il est très important. Donc dans l'épisode numéro 9, à la découverte de nos super locataires, vous avez fait la connaissance avec votre microbiote intestinal. Et ces milliards de bactéries qui logent dans vos intestins, elles influencent beaucoup ce que votre corps va faire des calories que vous lui donnez. Ce qui veut dire qu'en mangeant la même chose, deux personnes identiques qui ont la même hygiène de vie et le même niveau d'activité physique ne vont pas brûler ou stocker les calories de la même manière. Et donc pourront grossir, faire du muscle ou maigrir en mangeant la même chose. Ouais, je sais, c'est assez fou. Et c'est pour ça que je suis méga fan du microbiote parce que franchement, ça relève des super pouvoirs tout ce qu'il peut faire. Et puis on peut aussi ajouter les niveaux de stress ou encore d'inflammation d'une personne et même, évidemment, sa mastication. Celle-là, j'en parle beaucoup parce qu'elle est vraiment importante et tellement sous-cotée. Donc tout ça, ça va influencer la manière dont notre corps va absorber et utiliser les calories qu'on mange. Alors là, on voit bien que le tracking des calories, c'est franchement pas une science exacte. Bon, attention, ça veut pas dire que tout est acheté à la poubelle. Parce que l'estimation des besoins énergétiques journaliers individuels peut établir les grandes lignes d'une alimentation juste et équilibrée. Et ça peut être une guidance, je sais pas trop si ce mot existe, mais bref, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc une guidance utile notamment pour les athlètes qui ont des objectifs physiques précis et qui connaissent en général très bien leur fonctionnement et qui sont généralement suivis par des professionnels qualifiés. Mais c'est pas forcément nécessaire et encore moins quand on n'est pas dans ce cas de figure. Et puis, le tracking des calories présente aussi un risque potentiel d'hypercontrôle et de rigidité alimentaire qui peuvent éveiller chez certaines personnes des troubles du comportement alimentaire sous-jacent ou mener au développement d'une relation conflictuelle avec la nourriture. Et ça, malheureusement, ça arrive assez souvent. Bon, sauf que de l'autre côté, on voit bien que manger les yeux fermés tout ce qui nous passe sous le nez et nous fait envie, ça marche pas. Parce que dans une société d'abondance alimentaire où la malbouffe est reine, clairement, nos instincts de chasseurs-cueilleurs, on peut pas leur faire confiance. Et pour mieux comprendre pourquoi, je vous renvoie vers un de mes derniers épisodes, le numéro 10, sur la prise et la perte de gras. Ça vous aidera à mieux comprendre tout ça, et comme d'habitude, je vous mets le lien dans les notes de ce podcast. Bon, du coup, est-ce qu'il existe une manière simple de s'assurer des apports alimentaires justes au quotidien ? Oui, heureusement. Cependant, cette manière, elle implique tout de même un minimum d'éducation alimentaire qui fait malheureusement défaut à notre système éducatif. Et c'est bien dommage. Mais c'est un autre débat. Pourquoi est-ce que connaître le b.a.-ba de l'alimentation est important ? Parce que c'est ce qui permet d'identifier avec un peu plus de clarté ce qu'on met dans notre assiette, de quoi notre corps a besoin, et c'est ce qui permet de manger en conscience sans tomber dans le panneau du marketing alimentaire permanent dans lequel on baigne, ou dans celui des régimes et des dogmes portés par les gourous de la nutrition et du fitness, à qui l'ignorance alimentaire d'une grande partie de la population remplit allègrement les poches. Et quand on y pense, connaître ce b.a.-ba, c'est logique. Parce que si on prend l'exemple de notre voiture, bon, on a appris à la conduire, on sait à quoi servent les pédales et le levier de vitesse, on sait faire les manipulations d'entretien basiques et quel carburant y mettre. On sait aussi qu'il faut la faire entretenir régulièrement chez le garagiste pour pas qu'elle tombe en panne. Bref, ça paraît logique. Et pourtant, ce b.a.-ba d'utilisation et d'entretien, souvent on l'a même pas pour notre corps. Imaginez, on connaît mieux notre voiture que nous-mêmes. C'est fou quand même. Et je vous jure, ça vous paraît peut-être caricatural à amener comme ça, mais c'est pourtant vrai. Et le résultat, c'est qu'on mange bien souvent complètement à l'aveugle en espérant que ça marche. Bon, l'état de santé des populations occidentales nous montre assez clairement que c'est pas vraiment efficace, mais c'est visiblement pas suffisant pour que notre société mette en place des actions d'éducation et de prévention en matière d'alimentation. Enfin bref, là aussi, c'est un autre débat. Nous, là, on va voir ce qu'on peut vraiment faire pour, entre guillemets, passer le permis de conduire de notre alimentation, pour ne plus se nourrir au pifomètre, mais sans tomber dans la rigidité, ni devoir être expert en nutrition.
Alors, la base, ça va être déjà d'identifier de quoi notre corps a besoin. Notre corps, il lui faut des aliments qui contiennent suffisamment de protéines pour assurer sa biochimie et entretenir sa masse musculaire, qui, je le rappelle, n'est pas là que pour faire joli. Pour ça, je vous invite à écouter l'épisode précédent si vous ne l'avez pas encore fait parce qu'il est vraiment important. Et à notre corps, il lui faut aussi du gras de bonne qualité, en quantité plutôt modérée, là aussi pour assurer le bon fonctionnement de notre biochimie, une réponse inflammatoire juste et une bonne fluidité des membranes cellulaires. Et ça, c'est super important. La particularité du gras au niveau énergétique, c'est qu'il apporte plus de calories que les protéines et les glucides. C'est comme ça d'ailleurs que le mythe du gras qui fait grossir est né. Et c'est vachement cool pour les gars qui l'ont entretenu parce que ça leur a permis de vendre tout un tas de régimes et d'aliments low fat, donc faibles en matière grasse, qui leur ont fait gagner un max d'argent sans faire maigrir les gens ni leur permettre d'être en meilleure santé. C'est fort ça quand même. D'ailleurs, le sujet du gras est tellement dense et passionnant que j'ai prévu d'en faire un épisode complet, mais pour l'instant, on retourne aux nutriments dont notre corps a besoin pour bien fonctionner. La dernière famille, ce sont les glucides qui constituent la plus grosse proportion de nos apports énergétiques. N'en déplaise aux adeptes de la diète cétogène et qui viennent accompagnés de fibres absolument essentielles à notre santé et vitales pour notre microbiote, de vitamines, de minéraux, d'antioxydants et autres composés phytochimiques vachement bons pour notre santé. Les glucides, on peut les voir comme notre carburant quotidien. On peut le brûler facilement sans avoir à taper dans les autres nutriments qui servent à notre biochimie. Et même quand on a un excédent de gras à perdre, il y a certes des petits ajustements qui peuvent être faits, mais même dans ce cas, on n'exclut absolument pas leur consommation. Ces glucides, ce qui va être important, c'est qu'ils viennent avec ce package de fibres et de micronutriments que je viens de citer. Sinon, ils n'auront clairement pas les mêmes effets sur notre corps, notre métabolisme et notre équilibre hormonal. Et c'est ce qu'on voit avec les aliments riches en glucides que l'industrie va raffiner pour en faire des aliments super vendeurs et super riches en calories vides. Mais les sources de glucides qualitatives, vous allez voir qu'elles sont super faciles à identifier et donc à mettre dans votre assiette. On voit ça un tout petit peu plus tard. Donc là, je viens de vous citer les 3 classes de macronutriments qui constituent les calories que vous consommez. Les protéines, les lipides et les glucides. Les protéines peuvent avoir une multitude de structures différentes, tout comme les lipides et les glucides qui composent notre alimentation. Structures qui auront des effets différents sur notre organisme. Mais là encore, on n'a pas besoin d'être expert en nutrition pour faire des choix plutôt justes au quotidien. Alors pour commencer, ce qui sera important, c'est d'être capable d'identifier dans quelle famille rentrent les aliments qui composent vos repas. Vous faites connaissance avec votre carburant en gros. Mais dans les grandes lignes, il n'y a pas besoin de compliquer le truc ni de regarder à la loupe le profil nutritionnel de chaque aliment. Si on a réussi à évoluer et à survivre sans MyFitnessPal, c'est pas un hasard. Et déjà, pour faire un bon tri dans les sources d'aliments contenant ces 3 classes de macronutriments, il y a un repère tout simple. Et ça va être un petit peu votre phare alimentaire, ou votre boussole, bref, l'image qui vous inspire. Et cette boussole, ça va être l'origine et le niveau de transformation des aliments. Et là, c'est pas compliqué. Généralement, moins il y a de transformation, mieux c'est. Et oui, c'est aussi simple que ça. C'est vraiment ce qui permettra de tirer la plus grande densité nutritionnelle des aliments sans un paquet de cochonneries qui accompagnent nos chers aliments ultra transformés et qui, eux, n'ont absolument aucun intérêt pour notre santé. Alors, ça veut certainement pas dire qu'il faut manger tout cru et uniquement des aliments bruts. Certains aliments peu ou modérément transformés sont d'une grande utilité dans notre alimentation et permettent même de mieux en assimiler les nutriments. Et puis ils permettent aussi une meilleure expérience gustative, et ça, c'est tout aussi important. Enfin presque. Comme par exemple les purées de fruits à coque, un bon pain artisanal, une huile d'olive vierge extra, les farines, les pâtes, le miso, le tofu, les yaourts, les laits végétaux, etc. Ces aliments subissent certes une transformation, mais ils ne contiennent généralement qu'un seul ingrédient, ou alors très peu d'ingrédients supplémentaires d'origine naturelle visant à améliorer leur qualité gustative ou leur conservation. Et c'est important de ne pas faire la confusion et surtout de ne pas mettre tous les aliments transformés dans le même panier. Ça, c'est une confusion que je vois vraiment souvent. Parce qu'on voit bien qu'il y a une énorme différence entre les aliments que je viens de citer, qui sont excellents pour la santé, et les aliments ultra transformés dont nos rayons de supermarché abondent. Eux sont généralement raffinés, donc on a retiré leurs précieuses fibres et par la même occasion une bonne partie de leur densité nutritionnelle. Et puis on a ajouté tout un tas d'additifs, d'exhausteurs de goût, d'émulsifiants, de colorants, de conservateurs. Bref, une ribambelle de trucs qui rend les produits vachement pratiques à stocker, peu coûteux à fabriquer et en général super appétants parce que le but c'est qu'on y revienne le plus possible. Enfin bref, que des trucs très intéressants d'un point de vue économique, enfin surtout pour ceux qui les produisent, mais beaucoup moins pour notre santé. Alors finalement, cette base alimentaire équilibrée, elle relève beaucoup du bon sens. Parce qu'il est très facile d'identifier d'un côté les aliments bruts et non transformés qui constituent une bonne partie de notre alimentation, les fruits, les légumes, les céréales, les graines, les fruits à coque.
D'un autre côté, les aliments de base peu transformés et nutritivement intéressants, les huiles, les pâtes, les farines, etc., tout ce que je viens de citer un peu plus tôt. Et puis de l'autre côté, tous les aliments ultra transformés, bien souvent accompagnés d'un joli packaging et d'une liste d'ingrédients longue comme le dernier tome d'Harry Potter. Alors avant de se triturer la tête avec le tracking des calories, choisir nos aliments du quotidien en fonction de ces 3 grandes catégories, c'est déjà une excellente base. Et franchement, elle est accessible à tout le monde. Et je suis toujours surprise de voir à quel point il est facile de sauter sur le dernier régime à la mode plutôt que de mettre en place durablement ces choix basés sur le bon sens dans notre alimentation au quotidien. Alors attention, peut-être que vous qui m'écoutez, vous faites déjà ces choix. Mais force est de constater que cette conduite alimentaire qui peut sembler évidente, elle ne l'est pas pour une bonne partie de la population. Et je comprends que ça puisse être difficile de se repérer. Entre la diabolisation de certains composés naturels présents dans les aliments, comme les phytoestrogènes ou les lectines, ces incriminations qui génèrent de la confusion et des peurs alimentaires, comme les céréales pro-inflammatoires ou le glucose, bref, ce genre d'affirmations alarmistes qui abondent sur les réseaux sociaux, bien souvent publiées par des gourous de la nutrition ou de la santé qui ont généralement quelque chose à nous vendre derrière, entre les allégations santé savamment utilisées et mises en place par les industriels pour nous donner l'impression que les produits qu'ils nous vendent ont des vertus santé, et devant l'abondance alimentaire à laquelle on fait face, majoritairement composée de ces aliments ultra transformés, dont la consommation est largement encouragée par un martelage constant de publicité, c'est complètement normal de perdre de vue les grandes lignes d'une alimentation saine, simple et équilibrée. Et c'est là que revenir à cette notion de bon sens, dont on sous-estime énormément l'importance, ça va être capital pour remettre le curseur au bon endroit et simplifier nos choix alimentaires. On peut facilement identifier les aliments peu, modérément transformés, et on peut très facilement identifier les aliments industriels et ultra transformés. Alors s'il vous plaît, revenez à cette notion essentielle et faites-en votre base. Une base, en toute logique, majoritairement constituée des 2 premières catégories d'aliments, choisis si possible de bonne qualité, des huiles extra vierges, un bon pain au levain plutôt qu'un pain de mie, des céréales complètes ou semi-complètes, et complété en minorité d'aliments ayant subi davantage de transformations. Parce que c'est très important de ne pas tomber dans la rigidité alimentaire. Et que le but, c'est certainement pas de diaboliser ces aliments. Certes, ils sont pas d'un grand intérêt nutritionnel, mais présents en quantité modérée dans notre alimentation qui d'autre part est composée d'aliments bruts et peu transformés de qualité, c'est certainement pas ça qui va nous faire tomber malades ni nous rendre obèses. Ou encore nous intoxiquer comme certains gourous de la santé le clament à tort et à travers. Je pense que vraiment ces personnes n'ont aucune notion des mécanismes de détoxication de notre corps. Enfin d'ailleurs que généralement ils n'ont aucune notion de grand chose en ce qui concerne la santé et la nutrition. Ça me fait rire jaune parce que l'ignorance de certaines de ces personnes ultra influentes est tellement bien camouflée par leur charisme qu'elles arrivent à faire avaler des couleuvres avec un aplomb qui force le respect. Enfin bon, surtout ça craint. Alors plutôt que d'avaler des couleuvres, moi je vous propose d'avaler des trucs qui sont plutôt bons pour votre santé. Donc maintenant que vous savez repérer les aliments qui constituent la base de votre alimentation, la seconde étape, ça va être d'équilibrer les repas en étant capable d'identifier à quelle grande famille de macronutriments ils appartiennent, donc plutôt riches en protéines, en lipides ou en glucides. Et là, je vous l'accorde, c'est une petite gymnastique à faire quand on n'a pas forcément été éduqué en matière de nutrition. Mais si vraiment pour l'instant c'est le flou total pour vous, moi ce que je vous propose, c'est de vous exercer à identifier ces grandes familles de macronutriments pour les aliments que vous utilisez couramment. C'est important parce que ça va vous permettre de savoir ce que vous apportez à votre corps. Tout comme vous savez faire la différence entre du diesel ou du sans-plomb pour ne pas mettre le mauvais carburant dans votre voiture. Bon, je suis désolée, c'est la seule comparaison que j'ai trouvée, mais je trouve qu'elle est pas trop mal. Alors pour ça, je vais vous donner quelques grands repères qui devraient bien vous aider. Déjà, on a les aliments riches en protéines. Les protéines animales si vous êtes omnivore, les légumineuses, lentilles, pois chiches, haricots, etc. Les dérivés de légumineuses, comme le tofu, le tempeh, les pâtes de légumineuses. Les farines de légumineuses ou d'oléagineux, comme la farine de lupin, de pois chiches, de soja, la farine de chia, de cacahuètes, d'amandes, etc. Le sétan, pour les non-allergiques, évidemment. Et même les simili-carnés de qualité, qui sont conçus à base de protéines de pois, qui contiennent peu d'ingrédients et qui ont une haute teneur en protéines et un faible taux de matière grasse. Et certaines marques aujourd'hui le font très bien. Bon, là, typiquement, on a un aliment qui est certes transformé, mais dont la liste d'ingrédients reste très courte, d'origine naturelle et dont le profil nutritionnel est excellent. Donc ça, c'était pour les aliments riches en protéines. Ensuite, on a les aliments riches en lipides.
les fruits à coque, les huiles végétales extra vierges, les graines, les purées de fruits à coque, les purées de graines, les avocats, les olives, la noix de coco, qui contient des graisses saturées, mais les graisses saturées font aussi partie de nos apports alimentaires. Oui, oui. Et puis, on a les aliments riches en glucides, les céréales, les légumes féculents, les céréales peu transformées, comme les pâtes complètes, la farine complète, etc., et les fruits. Et j'ajouterai une quatrième famille, les fibres, qui sont les carburants vitaux de notre microbiote intestinal. Donc là, on y trouve les légumes, les fruits, les légumineuses, les légumes féculents, les céréales complètes, les graines et les fruits à coque non décortiqués. Bref, à peu près tout ce qui se trouve dans le règne végétal. Voilà, c'est assez simple, mais il y a quand même quelques subtilités. Si les aliments trouvent généralement leur place dans une de ces familles, chacun d'eux, hormis l'huile ou le sucre par exemple, contient son propre package de nutriments. Par exemple, les amandes sont riches en lipides, environ 50%, mais elles apportent aussi plus de 20% de protéines, ainsi qu'un peu de glucides de qualité et une excellente teneur en fibres. Les pâtes de blé complet sont riches en glucides, environ 70%, mais contiennent une quantité non négligeable de protéines, environ 12%. Les pois chiches crus contiennent environ 20% de protéines, mais aussi 60% de glucides, dont environ 17% sont des fibres, et 6% de lipides. Alors le but, c'est certainement pas de chercher à connaître par cœur le profil nutritionnel de chaque aliment, mais de constater que, bien qu'appartenant à une famille macronutritionnelle, un aliment peut potentiellement compléter les apports d'un ou deux des autres macronutriments dans le repas qu'il compose. Et c'est très intéressant, parce que dans le cas des protéines, dont de nombreuses personnes ont peur de manquer, si le plat est composé d'une source principale de protéines, par exemple une portion de tofu ou de tempeh, la présence de céréales complètes et de graines va considérablement en augmenter la teneur totale, offrant l'assurance de combler très largement les besoins protéiques. Alors on peut se détendre. La carence en protéines n'est pas près d'arriver si on respecte à la louche les grandes lignes de l'assiette équilibrée. Bon, et c'est là qu'on y vient. Une assiette équilibrée, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une assiette qui va respecter à la louche les proportions adaptées de chaque macronutriment. Et oui, je dis bien à la louche. Parce qu'à moins d'avoir des objectifs extrêmement précis, en règle générale, pour prendre soin de sa forme et de sa santé, et même pour perdre du poids, c'est largement suffisant. Cette approche observationnelle est plutôt ludique, elle est basée sur les recommandations alimentaires publiques type assiette santé, comme celle conçue par la Harvard Medical School, qui je trouve est vraiment pratique pour donner des repères visuels très clairs. Je vous remets le lien dans les notes de ce podcast pour que vous puissiez voir à quoi elle ressemble. En termes de proportions, pour chaque repas, voilà ce que ça donnerait. Un quart de l'assiette composée de protéines saines, un quart de l'assiette composée de céréales complètes ou semi-complètes, et l'autre moitié de l'assiette composée de légumes cuits et crus et ou de fruits. Ou alors, si vous mangez des légumineuses ou des pâtes de légumineuses, ça donnera plutôt moitié légumineuses, moitié légumes, ou encore moitié légumes, un tiers de légumineuses et la partie restante de céréales. À ça, vous rajoutez une portion d'aliments riches en lipides de qualité, comme une poignée de fruits à coque, une cuillère à soupe d'huile extra vierge ou de purée de fruits à coque, un demi-avocat, 2 bonnes cuillères à soupe de houmous, quelques carrés de chocolat noir. Le tout accompagné d'épices et d'aromates dont les micronutriments et composés phytochimiques sont excellents pour la santé et vous avez un repas globalement bien équilibré. Et en option, vous pouvez rajouter 1 ou 2 laitages type yaourt, fromage maigre ou lait, enrichi en calcium si vous mangez végétal, ça sera toujours bon à prendre. Et pour le petit bonus santé, fermenté, c'est encore mieux. Alors là, peut-être que vous vous dites, ok d'accord, mais elle doit faire quelle taille l'assiette en fait? Ben là, ça va dépendre de vous et de votre appétit. Alors bien entendu, dans aucun cas, on parle d'une petite assiette à dessert. Donc comme base, vous pouvez imaginer une belle assiette creuse bien garnie, ça sera un bon point de départ. Et une fois que vous serez entraîné à assembler vos aliments dans ces proportions pour vos 3 repas de la journée, et bien là, c'est comme quand on enlève les petits trous du vélo, vous allez pouvoir beaucoup plus facilement les identifier dans la préparation de repas visuellement plus complexes où les ingrédients sont beaucoup plus mélangés, comme par exemple les porridges, les currys, etc. Si vous arrivez à respecter ça sur vos 3 repas quotidiens, en vous assurant de choisir des sources de protéines de bonne qualité, des céréales non ou peu raffinées, des sources de lipides de bonne qualité et des fruits et des légumes variés que vous allez préparer selon votre sensibilité et vos capacités digestives, parce que la cuisson notamment, comme le fait de découper ou de mixer, va rendre les fibres beaucoup plus faciles à digérer pour les intestins fragiles, eh bien, je peux vous garantir que vous êtes sur une très bonne voie pour construire et maintenir un bon équilibre alimentaire sans vous prendre la tête. Et puis après, vous allez ajuster selon votre ressenti. Est-ce que vos niveaux d'énergie sont stables au cours de la journée ? Est-ce que vous n'avez pas d'envie de grignotage ou de sucreries irrépressibles ou des sauts d'humeur ? Comment sont vos performances à l'entraînement si vous pratiquez une activité physique ? Comment est votre composition physique ? En fonction de tous ces indicateurs, vous pourrez décider de peut-être augmenter un peu la part de protéines, de diminuer un peu la part d'aliments riches en glucides, ou alors au contraire de l'augmenter. Et oui, parce que même si les glucides ne sont pas vitaux à proprement parler,
Ils sont pas essentiels à la structure et à l'entretien de notre biochimie, contrairement aux lipides et aux protéines. Ça veut pas dire pour autant qu'ils sont pas importants. Même si les adeptes de la diète cétogène vous clameront le contraire, à grand renfort de corps cétoniques qui certes permettent de générer de l'énergie sans glucides, mais dont le métabolisme est loin d'être optimal. Sans parler du côté pratique et vie sociale qui peut être sacrément contraignant, ni des déficits micronutritionnels qu'un tel régime peut engendrer. Donc attention, si vous réajustez votre alimentation, ne coupez pas ces glucides. Et si vous manquez d'énergie, il y a de grandes chances que vous en ayez besoin d'un peu plus que ce que vous mangez actuellement. Donc voilà pour ces petits ajustements. Alors peut-être que comme ça peut paraître extrêmement simpliste, mais c'est 1000 fois mieux que de manger à l'aveugle ou de se jeter sur le dernier régime à la mode parce qu'on trouve que la nutrition c'est trop compliqué pour se l'approprier. Ou au contraire, de tomber dans l'hyper-contrôle et l'obsession des calories. Mais en vous préparant cet épisode, j'ai eu une idée. Je suis en train de penser à vous faire un atelier où je pourrais vous expliquer tout ça plus en détail, mais de manière très simple et avec des illustrations, qui peuvent manquer cruellement dans les formats podcast, et des exemples concrets pour vos préparations de repas. Qu'est-ce que vous en dites ? Si vous pensez que c'est une bonne idée, venez me le dire en commentaire de ce podcast ou comme d'habitude en message privé sur mon compte Instagram. Je serais ravie d'avoir votre retour. Moi en tout cas, je pense que ce serait vraiment intéressant de partager un atelier comme ça avec vous, où on peut concrètement lier la théorie à la pratique. Et puis en plus, je pourrais répondre à vos questions en direct aussi. Donc voilà pour le sujet que je voulais aborder avec vous aujourd'hui. J'espère que ce partage vous aura apporté une vision différente et plus simple de l'alimentation équilibrée et surtout qu'il vous sera concrètement utile. Particulièrement en cette période où les régimes en tout genre commencent à refaire surface maintenant que le printemps est arrivé. Et avant de vous laisser, je finirai sur un rappel important. Faites toujours preuve de flexibilité. Des aliments ultra transformés ou pas très intéressants au niveau nutritionnel ont leur place dans une alimentation équilibrée et surtout apaisée et épanouie. Parce que ces aliments, ils peuvent nous dépanner ou nous apporter du plaisir et ça aussi, ça compte dans une alimentation équilibrée. Le plaisir ne doit pas être systématiquement accompagné de bienfaits nutritionnels et c'est pas pour autant qu'il doit être coupable. Un fast-food, du chocolat en cas de coup de blues, un repas festif bien arrosé, un sandwich bof-bof sur le pouce parce qu'on n'a pas eu le choix, ça fait partie de la vie et c'est complètement ok. Votre corps, dans la mesure où vous le nourrissez bien la majeure partie du temps, il gère très bien ces moments. Et votre tête, des fois ça lui fait du bien. Alors ne tombez pas dans la rigidité, dans l'hyper-contrôle, dans la culpabilité et dans la peur alimentaire. Si vous vous sentez coincé dans un schéma comme celui-là, il y a sûrement des choses intéressantes à creuser au niveau du rapport à la nourriture. Et ça se passe en dehors de l'assiette, en n'hésitant pas à se faire accompagner dans ce travail qui est très important. Et pour en revenir à la notion de plaisir, on peut tout à fait la faire rimer avec alimentation saine et équilibrée. C'est pas soit l'un, soit l'autre. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vous partage une ribambelle de recettes qui vous permettent d'allier les deux. Parce que moi la première, j'aime bien manger et je suis une grande gourmande. Et à propos de recettes d'ailleurs, on est en train de faire un travail de fourmi avec l'équipe et le résultat devrait beaucoup vous plaire. Mais pour le moment, je peux rien vous dire de plus, je laisse planer le suspense et dans quelques semaines, vous aurez une très belle surprise. D'ailleurs, si vous voulez pas louper les infos en avant-première et quelques petits indices, moi je vous conseille de vous abonner à ma newsletter. En plus, je vous partage chaque semaine mes petits conseils pour vous bichonner, alors c'est plutôt chouette. Je vous mets le lien dans les notes de ce podcast et il est temps pour moi de vous laisser. Je vous remercie de m'avoir écouté, prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode.